Il y a une nouvelle étoile dans le ciel de la Formule 1, une 35e étoile qui brille parmi tant de champions. Lando Norris est désormais champion du monde de Formule 1. Bienvenue sur 100% Paddock pour ce débrief du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi qui a vu donc le Britannique de 26 ans sacré pour McLaren après 7 saisons de Formule 1. On va d'abord revenir dans un premier temps sur ce Grand Prix en tant que tel avec des petits enseignements. On va évoquer évidemment ce sacre de Lando Norris qu'on développera bien plus en deuxième partie, où on va un peu faire une rétrospective de sa saison et de ce titre acquis devant Max Verstappen pour 2 petits points et devant son coéquipier Oscar Piastri. Victor, Fabio et Lisa Louis, comment allez-vous ? Beaucoup mieux que la semaine dernière. Ouais, ça va. Très bien, ça va super. Un peu déçu de cette course finale, mais content de voir un 35e champion quand même. Bon, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les 3 enseignements. Évidemment, le premier, Lando Norris, champion du monde après cette course. On va d'abord là revenir sur la course du Britannique à Abu Dhabi et ce qui s'est passé au début. Deuxième sur la grille derrière Max Verstappen. Il tient une première partie du tour, mais dès la deuxième partie du circuit, en fait, à l'entame de cette courbe avant la partie sinueuse, il a enroulé son coéquipier Lando Norris à l'extérieur avec les pneus hard pour directement s'adjuger la deuxième place et s'offrir une chance peut-être de faire douter son coéquipier. Comment vous avez vu ce départ de Lando Norris, ce début de course que certains ont décrit un peu comme fébrile ou en tout cas sur la réserve? Oui, on avait l'impression qu'il roulait un peu sur des œufs, on en a parlé avec Louis un peu avant. Il n'a pas tellement opposé résistance à Piastri et je pense que c'était fait exprès parce qu'il savait que si il restait troisième, il était bien. Après, on en parlera sûrement après. Attention, il nous a fait un peu peur avec Leclerc en début de course. Mais il avait l'air un peu fébrile, mais en même temps maîtrisé et je pense qu'il a essayé un peu de dégager ce stress et de se dire bon si je gère ma troisième place c'est pas grave, je laisse passer Piastri, mais il préfère ça que de se mettre dehors avec son coéquipier quoi. Non, vraiment, jusqu'à son premier arrêt au stand, on voyait vraiment qu'il avait de la pression, ce qui est normal aussi, il jouait son premier titre. Donc, mais ouais, on voyait vraiment qu'il n'était pas serein et que c'était un moment, pour le coup, il a quand même plutôt bien géré parce qu'il se fait juste passer par son coéquipier et il se fait passer par personne d'autre. Donc ça reste bien géré globalement. Mais c'est sûr qu'on voyait qu'il n'était pas trop à l'aise avec le monoplace. Et Piastri était bien plus rapide que lui à ce moment-là. Louis, toi qui as suivi ça de près, j'imagine. Pour moi, le Grand Prix était un peu long parce que je voulais le voir quand même sacré champion. Mais ouais, on l'a senti crispé dès le début. Il a même pas opposé. Ça se comprend aussi. Oui, mais carrément. Mais on se met à sa place. Il a pas opposé de résistance quand Piastri l'a doublé. C'est au deuxième tour. Premier tour. Il savait qu'il avait la meilleure voiture. Leclerc était, certes. Leclerc était pas là, on va en parler. Oui, il a un petit peu galéré à le distancer, mais au fur et à mesure de la course, il savait qu'il allait garder sa troisième place sereinement. Donc, mais je trouve qu'il a plutôt bien joué le coup. Il savait que juste un podium lui suffisait, donc il n'a pas pris de risque et voilà, ça a payé. Ouais, c'est ça, il s'est montré très calme en début de course. Il a dû sortir les muscles un peu plus tard, on en parlera aussi. Donc il a su gérer les moments un peu faibles, les moments où il fallait attaquer, il a fait. Donc c'était une belle course de gestion, un peu à l'image de sa fin de saison. Charles Leclerc qui a, donc on l'a un peu introduit, n'a jamais été loin, notamment en première partie de course. On a vu un peu que Verstappen et Piastri n'avaient pas déployé tout leur potentiel et leur rythme pour garder un peu le pack derrière et peut-être faire en sorte que Norris se fasse doubler, ce qui les aurait avantagés. On a vu Leclerc à l'attaque dans un premier relais de feu où il est resté à chaque fois dans le DRS de Lando Norris. Et au fur et à mesure de la course, le rythme du Monégasque s'est un peu estompé pour au final terminer à un peu moins de 10 secondes. Est-ce que vous pensez que Charles Leclerc aurait pu être le facteur X ou vraiment il était sur la limite et de toute façon Norris avait un meilleur rythme dans ce Grand Prix? Ouais, ça aurait pu être le facteur X, mais il l'a dit en interview, il a tout donné donc il a rien à regretter. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que Russell fait un mauvais départ et ça aurait pu être lui le vrai facteur X. Il se fait doubler par Alonso, je crois. Dès le début. Et Leclerc, ouais. Et donc oui, le facteur X, je pense que ça aurait pu être plus lui, mais Leclerc nous a fait douter, donc il a bien joué son rôle quand même. Même sur la fin de course, quand il a mis les médiums par rapport au hard de Norris, et il s'est retrouvé à peu près 5 secondes, il est revenu à 3,5, 4. On a cru que le Monégasque allait pouvoir refaire le trou et peut-être menacer Norris à la fin, mais finalement le rythme de la McLaren a eu raison des espoirs de Charles Leclerc. Gros Grand Prix quand même de Charles Leclerc qui pour le coup fait quand même une vraie belle performance où
Il a fait quand même 3 gros stints. Bon, les fins de stint, à chaque fois, on voyait que la Ferrari bouffait un peu plus les pneus. Forcément, il attaquait plus que Lando Norris. Mais il a réussi quand même à mettre cette pression, même s'il était un peu à distance à chaque fois, à part au premier stint où il restait assez proche. Donc non, c'était bien joué quand même de la part de Charles Leclerc parce que bah, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il aurait pu avoir une pénalité pour Norris, ça aurait peut-être pu totalement chambouler au final le suspense de cette course. Donc non, ça a été quand même une belle course de Charles Leclerc qui finit quand même avec une belle 4e place dans ce Grand Prix. Pour le coup. Le deuxième gros enseignement, puisqu'on a parlé de Charles Leclerc et Russell en même temps que Lando Norris dans cette course, c'est Max Verstappen et Oscar Piastri qui, malgré le fait qu'ils aient devancé le Britannique, étaient impuissants dans cette dernière course. Même si Piastri a été très offensif au départ, Max Verstappen aussi, qui a gardé sa première place et qu'on n'a pas revu dans le Grand Prix. Finalement, son rythme était quand même bien supérieur au McLaren. Peut-être que les McLaren n'étaient pas non plus à fond, en particulier Lando Norris. Et Oscar Piastri, s'il voulait ralentir son coéquipier. Verstappen, il échoue à 2 petits points au championnat. Mais par contre, c'est le pilote qui a le plus de victoires cette saison, avec 8 victoires contre 7 pour chacun des pilotes McLaren. Et également plus de pole position, il me semble une pole position de plus que Lando Norris. Donc, moins de régularité sur les podiums qui ont eu raison de son titre. Et plein de petits épisodes dans la saison, mais on va pas refaire l'histoire. Sur chaque saison, il y aurait des choses à redire. Comment vous voyez un peu ce dernier Grand Prix, notamment Oscar Piastri là, est-ce que c'était la bonne stratégie pour tenter de renverser le championnat? Est-ce que Verstappen n'aurait pas dû peut-être ralentir un peu plus à la manière d'un Hamilton sur Rosberg en 2016, où là c'était vraiment totalement flagrant? Moi, je pense que... Est-ce que les stratégies des 2 pilotes ont été les plus optimales pour tenter de chambouler le destin de Lando Norris? Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de plus que ce qu'ils ont fait. Ils ont maîtrisé leur course devant Norris. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de plus? Pas grand-chose, hein. Ils ne pouvaient pas changer les mathématiques, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme ça. Après, oui, on peut peut-être dire qu'ils auraient pu ralentir le rythme, mais est-ce que c'était pas risqué même pour eux? Parce qu'on a vu Leclerc bien en forme. Donc, est-ce que... Et puis même, Russell aurait pu remonter si le pack était un peu plus rassemblé. Donc, je pense que c'était la meilleure chose à faire de rouler comme s'il n'y avait pas d'enjeu, j'ai envie de dire. Et puis, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire grand-chose de plus, les 2 pilotes. Verstappen a fait la meilleure saison qu'il aurait pu faire avec la voiture qu'il avait entre les mains, je pense. Donc bravo à eux, hein, j'ai envie de dire, même si là, Norris, il a été un petit peu plus décisif quand il fallait. Totalement. Et non, je pense que la course qu'ils ont fait, elle était propre et il n'y avait rien à faire de plus. Ouais, puis Verstappen, je pense qu'il a quand même assez ralenti son rythme, on a vu les écarts étaient très serrés. En premier stint. Et ouais, justement, ce Norris, sur son premier arrêt, il ressort quand même dans le paquet. Alors après, tu parlais de 2016, on sait que le tracé, il a changé, les dépassements sont facilités. Norris, il a eu des dépassements à faire, il les a fait, notamment un double dépassement sur Stroll et Lawson. Mais il est quand même ressorti dans le paquet, donc la stratégie de Verstappen aurait pu fonctionner. Mais Norris a quand même bien optimisé sa sortie des stands, tous les dépassements qu'il avait effectués. C'est vraiment là justement où Norris a été très fort, c'est sur ce deuxième stint où pour le coup c'est là je trouve il est quand même assez ralenti parce qu'il est même allé derrière son coéquipier où on aurait peut-être pu voir un 2021 bis avec la défense de Checo. Bon, ça s'est pas passé malheureusement. On y reviendra, ça va être notre petit débat juste ça. après d'ailleurs. Mais non, finalement je pense que Max Verstappen, il a fait le maximum qu'il pouvait faire. Il a ralenti assez sur le premier stint. Norris a l'air assez loin. Mais Norris, c'est là où il a été très fort parce qu'en fait, il a super bien géré. Comme tu l'as dit, double dépassement sur ça. La situation dont on va reparler après. Donc, Oscar Piastri, pareil. Stratégie décalée. Il tente quelque chose d'un peu différent. Il reste très, très longtemps en piste. Même pour essayer de ralentir un peu Max. Finalement, ça n'aura rien changé. Mais non, je pense que les deux ont fait tout ce qu'ils pouvaient et qu'en fait, la course a été derrière bien gérée au final par Lando Norris, quoi. Ouais, Verstappen, il a gagné les 3 derniers Grands Prix. On ne sait pas ce qu'il pouvait faire de plus en soi. Donc, il a tout donné. Il a pris le max de points qu'il pouvait faire. Malheureusement, son pouvoir n'était plus entre ses mains, on va dire. Enfin, le titre n'était plus entre ses mains. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. Norris avait trop de points d'avance. Voilà, la messe est dite. Il a déclaré avant le Grand Prix qu'il allait avoir besoin de cette petite chance en plus de gagner pour avoir le titre. Elle est jamais arrivée dans le Grand Prix. On va passer au débat qui va peut-être durer quelques minutes et qui a un peu énervé certains dans ce Grand Prix. C'est au moment du dépassement de Lando Norris sur Yuki
Tsunoda, on sait que Yuki Tsunoda parti en hard, la stratégie était claire pour Red Bull, c'était que Norris ressorte derrière pour qu'il puisse bloquer et lui faire perdre du temps. Quand il est revenu sur le japonais dans la ligne droite, il a bloqué la partie gauche de la piste, l'intérieur en vue de la chicane au bout. Et Lando Norris a quand même forcé le passage à gauche jusqu'à aller hors piste. D'ailleurs, c'était très risqué puisqu'il y avait de l'herbe, le rail revenait juste après, donc il aurait pu avoir des vraies conséquences et un accident pour le Britannique. Mais surtout, il a opéré ce dépassement avec clairement les 4 roues en dehors de la ligne blanche. Et au final, deux enquêtes ont été ouvertes pour Lando Norris, ce dépassement hors piste et un gain de temps, et pour Yuki Tsunoda pour avoir forcé un pilote en dehors. Et c'est Yuki Tsunoda qui a pris 5 secondes de pénalité, pas Lando Norris. Alors pour beaucoup, la manière dont la FIA a justifié ça, c'est une justification qu'on n'a jamais entendue. Comment vous vous positionnez sur cette pénalité, à savoir qu'il n'y a pas vraiment de polémique, puisque même si Lando Norris avait écopé de 5 secondes, Leclerc a eu un peu plus de 8 secondes, donc il n'y aurait pas eu d'incidence. Mais comment vous vous positionnez selon le règlement? C'est vrai que Lando Norris aurait dû être normalement pénalisé, puisqu'en plus les mouvements de Tsunoda n'étaient pas non plus excessifs. C'est ça, je pense qu'en plus que ce que l'on pense, c'est ce que l'on lit sur ce règlement qui n'est vraisemblablement pas très souvent respecté dans les moments décisifs, on l'a vu en 2021, mais si on lit ce qu'il y a écrit en soi, Norris aurait dû écoper de cette pénalité. Après, comme tu l'as dit, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais sur le papier, ça... Sur le moment, en tout cas... Ouais, sur le moment, on savait pas que Leclerc allait se retrouver aussi loin, et donc ça aurait pu peut-être changer son mindset, et attaquer un petit peu plus. Donc on ne sait pas ce que ça aurait pu changer. Mais bon, sur la finalité, ça ne change pas les choses. Mais bon, ça pose quand même des questions sur la FIA qui, chaque année, en fait, nous sort un petit peu une règle de son chapeau et des sanctions de leur chapeau, quoi. Ouais, le problème, on en parle souvent, mais c'est la cohérence. De l'année dernière, au Grand Prix des États-Unis, à Austin, on a Verstappen qui pousse Norris. Norris le dépasse quand même hors de la piste. Et les deux prennent 5 secondes de pénalité. Verstappen pour avoir poussé Norris hors de la piste et Norris pour avoir dépassé en dehors des limites. Donc là, on se retrouve exactement dans le même cas. Donc c'est toujours ce problème de cohérence entre les Grands Prix, entre les saisons, qui pose problème, qui pose des questions. Donc on sait jamais en fait comment analyser ces situations. Moi, ce qui me pose aussi surtout problème, c'est que cette pénalité-là de déplacement plus de 2 fois en défense, on l'a vu 3 fois dans ce Grand Prix, donc pour Berman, Stroll... Et Leclerc, il me semble aussi. Il y a eu une enquête concernant Charles Leclerc pour un freinage Oui, je en pense que déplacement de zone. c'est une autre chose. Mais là, c'est la notion de se déplacer 2 fois, au moins 2 fois, changer au moins 2 fois de direction. Donc on parle des zigzags qu'a C'est effectué ça, des Yuki zigzags. Tsunoda. Et c'est souvent ce qu'on a vu. Gasly qui l'avait fait à Monza quand il a eu sa victoire. C'est le coup du dragon, ce qu'on appelle. Et en fait, là, avec cette nouvelle règle, on empêche cette défense-là. Je trouve ça un petit peu dommage. Et en fait, ça vient faire appel parce que on n'a jamais vu ça avant. Donc ça fait un petit peu bizarre. Encore dans une zone de freinage. Là, c'est vraiment une zone qui est dangereuse parce que ça peut vraiment créer un gros accident. C'est normal que ça soit interdit. Mais dans une ligne droite, ça pose la question, est-ce que c'est pas une grosse interdiction de plus? Et en fait, est-ce qu'on n'oublie pas un peu le let them race, encore une fois? Surtout sur ce cas précis où il n'y a pas de freinage, on est en pleine ligne C'est droite. ça. Donc non, ça pose un petit peu la question là-dessus. Après, oui, comme on l'a dit, ça n'aurait peut-être rien changé à la course. Mais c'est sûr que voilà, ce truc de la FIA qui pose encore un peu problème sur les mêmes décisions toute l'année, ça revient presque à toutes les courses maintenant, quoi. Toute l'année et Puis plus l'histoire a toutes peut-être les joué saisons. aussi. L'histoire de 2021, ce oui, sans cafouillage doute. au niveau Oui, bien sûr. réglementaire, parce que les commissaires se sont pas dit si on pénalise Norris en respectant le règlement à la lettre de 5 secondes, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il perde le championnat et que derrière ça soit la faute entre guillemets de la FIA, ou en tout cas la FIA aurait pu avoir une incidence trop élevée sur la décision finale pour sacrer tel ou tel pilote? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de... Oui, mais sauf que les règles, c'est les règles. Ouais, oui. Au bout d'un moment, Bien si sûr. on les respecte pas, on n'écrit pas, quoi. Après, ça aurait rien changé, je pense. Oui, En c'est tant que sûr. tel, si Il on l'aurait prend- doublé si au on prend prochain le tour. classement final, ça n'aurait rien changé maintenant. Oui, mais comme... Si Norris a 5 secondes de pénalité dans le Grand Prix, Leclerc est pas forcément pareil. il va pousser plus fort pour creuser l'écart. Qui dit pousser plus fort dit peut-être Les atteindre pneus. de limites de piste à certains virages, Mm. qui peut rajouter une pénalité ensuite. Il Oui, peut y ça avoir des peut. conséquences en C'est cascade sûr. qui auraient suivi sur cette pénalité. Et surtout qu'il a fait un deuxième arrêt, donc il aurait servi au stand. Bien La sûr. pénalité aurait pu être mal servie. En fait, c'est impossible de savoir ce qui se serait passé. Pour le coup, on peut rien dire là-dessus. Après, voilà, finalement, ça s'est passé comme ça. On peut rien changer, hein. Comme avait dit Max Verstappen par rapport à ce qui s'était passé lors de la première victoire de Norris.
On ne change pas ce qui s'est passé avant avec des si on refait le monde. Donc non, voilà, c'est juste un petit problème, je pense quand même autour de la FIA qui revient comme à chaque course. Problème de cohérence quand même. C'est un changement de commissaire. À chaque fois, il y a toujours 2 commissaires stables, enfin qui assistent à tous les grands prix, qui dirigent tous les grands prix. Et après, ça change. Je sais pas combien il y a de commissaires par contre. Mais Qu'il y ait changement de commissaire ou pas en soi. Si, parce qu'il il dirige pas les règles de la même manière, donc c'est normal que. Faut que l'instance apprenne à respecter ses propres règles. Ah oui, non mais je suis d'accord avec toi. Faire une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait un peu compliqué. Alors oui, peut-être que le championnat se serait joué sur ça, mais malheureusement, c'est comme ça que ça doit se jouer. Juste les commissaires, ils ont des regards différents sur. Il n'y a pas de regard là à avoir. Oui, mais preuve que si. On peut le justifier comme ça, mais il n'y a pas de regard je sais bien. si tu suis à la lettre la chose comme en 2021 et comme plein d'autres fois. Donc c'est un peu ça qui est dommage. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que McLaren ne l'a pas dit à Norris, qu'il était sous enquête, donc lui, il a pu rester concentré sur sa course. Exactement, c'était la chose à faire. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça intelligent. Ouais. Bon, Louis, tu as parlé de Lando. On va clore ce débat. Voilà, on a eu vos points de vue. Pénalité ou pas, en prenant le classement final, ça n'aurait pas eu d'incidence. Et de toute façon, ça ne change rien au mérite de Lando Norris cette saison. Sacré pour la première fois, donc je l'ai dit en intro, à 26 ans, après 7 saisons en Formule 1, qui a toujours roulé pour McLaren. On parle souvent de Charles Leclerc, l'enfant de Ferrari. Lando Norris, c'est en quelque sorte l'enfant de McLaren. Jamais trahi son équipe et l'équipe a toujours compter sur lui, et quelque part c'est aussi ça qui est beau dans ce titre, c'est la récompense de la carrière d'un pilote et son amour pour une écurie qu'il a ramené au sommet aussi avec Andrea Stella et Zak Brown. Donc on va revenir un peu sur 4 courses. Vous avez choisi 4 courses qui vous ont marqué, toutes remportées par le Britannique Lando Norris cette année, et des courses qui ont montré justement sa supériorité par rapport notamment à Max Verstappen et surtout Oscar Piastri. On va commencer avec toi, Victor, qui va nous parler évidemment du Grand Prix de Monaco qu'il a remporté pour la première fois en 2025. Ouais, j'ai choisi Monaco parce que pour moi, c'est, je pense, un premier tournant dans la saison. En début de saison, il a gagné en Australie la toute première course. Ensuite, il a passé 6 Grands Prix sans victoire, sans pole position. Il a fait pas mal d'erreurs, notamment en qualification. On pense à l'accident en Arabie Saoudite, en tout début de Q3, qui fait partir 10e. Et aussi Bahreïn, où il se qualifie 6e, ou une autre course, il se qualifie 6e. Et là, Monaco, le plus important, c'est le samedi, c'est la qualification. Il signe le record du tour en piste. Il passe sous la barre des 1 minute 10, c'est le seul de l'histoire à l'avoir fait. Donc, c'était un tour exceptionnel, la pression de Monaco, voilà, on le connaît, c'est là où les grands pilotes se révèlent. Il a mis 1 dixième à son coéquipier, qui a d'ailleurs été battu par Charles Leclerc. Donc Piastri est parti 3e sur ce Grand Prix. Et puis ensuite, le Grand Prix, Norris l'a totalement géré. Il y avait aussi cette obligation avec 2 arrêts au stand, qui aurait pu rajouter plus de pression à lui, à ses mécaniciens. Au final, tout s'est bien passé. Il a remporté ce Grand Prix très aisément, si on peut dire ça. Devant Leclerc et Piastri, il a pu reprendre 10 points à son coéquipier pour recoller au classement. Et ça a été, je pense, un tournant mental et psychologique, après avoir passé 6 week-ends de course assez compliqués derrière son coéquipier. Là, il a mis un premier coup de marteau à Monaco. À gagner à Monaco, c'est la marque des champions. Ça fait partie vraiment des courses mythiques, avec notamment les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. Donc c'est pas rien pour un pilote de Formule 1 de gagner Monaco. Ça a une autre saveur que d'autres Grands Prix. Mais toi, Louis, tu vas nous parler de Silverstone. La course où on a eu le droit avec notamment un déluge, c'était totalement fou, ce spin de Max Verstappen. Et là aussi, Lando Norris s'est révélé dans des conditions qui n'étaient pas faciles, même s'il a un peu été aidé par la pénalité qu'avait subi Oscar Piastri à l'époque. Mais ça commence dès le début avec... la piste est vraiment mouillée, enfin c'est compliqué à juger. Très glissante, exactement. Norris et McLaren décident de garder les inters, contrairement à Russell et Leclerc qui eux décident de rentrer au stand pour changer leurs pneus. Donc ils ont fait une nouvelle fois le bon choix parce que 10 tours plus tard il pleuvait des cordes. Donc ils ont su encore une fois faire le bon choix sur cette stratégie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après La safety car. Ouais, c'est la safety car, sur Adjar, c'est ça. Je sais plus pourquoi il y a une safety car. Je sais qu'Adjar, il y a eu beaucoup de grabuge. Il y a eu beaucoup de grabuge, beaucoup d'incidents, beaucoup d'abandons. Et sur une safety car, la relance, c'est Piastri qui relance un peu trop. En fait, il y a une relance, mais un coup de frein. C'est ça. La faible visibilité et les freinages retardés à cause de l'état de la piste. On a cette image de Max Verstappen et d'Oscar Piastri qui dépasse. Très vite. C'est ça.
En temps normal, sous piste sec, les pilotes le font habituellement, ce genre de freinage. C'est vrai que c'est décuplé sous piste Normalement, humide. on n'a pas le droit d'accélérer, freiner. Bien sûr. Il faut garder cette vitesse On sou- constante. Ça me fait Donc penser là, c'est d'ailleurs surtout le à... freinage qui a été pénalisé. Ça fait penser à Valtteri Bottas au Mugello pendant les années Covid en 2020 qui avait fait une action similaire et il y avait eu un carambolage derrière avec Romain Grosjean. Ouais, et ouais, c'était très dangereux, c'était tellement dangereux de voir ça. Donc on comprend aussi quelque part cette pénalité, surtout que l'état de la piste était beaucoup plus dangereux qu'une piste sec. Et donc Piastri prend une pénalité et sur la relance, Verstappen fait un spin. Clairement, il perd le contrôle de sa voiture. Il ressort au milieu du trafic, donc la victoire est plus que compromise pour lui. Piastri donc écope de sa pénalité dans les stands, ce qui permet à Norris de reprendre les devants. Et c'est l'un des seuls à ne pas avoir fait d'erreur justement ce week-end-là, parce que même Piastri est sorti à un moment à Copse, je crois, je sais plus trop où. Et donc il a fait, c'était pas une course discrète, mais il a fait le taf. Il était là au bon moment et il a engrangé les points qu'il fallait reprendre sur Piastri qu'il a perdu au début de l'année. Et sa première victoire à Silverstone. Et sa première victoire à Sur celui- Silverstone. C'était un très beau moment. Ouais. Toi, Fabio, tu vas revenir. C'était un peu plus récent sur le Mexique. Quand on parle Mexique et Lando Norris, évidemment, on se souvient de cette victoire et des difficultés d'Oscar Piastri. Mais si tu peux un peu revenir sur le départ, ce qui était fou, c'est vrai qu'il y a 800 mètres de ligne droite et Lando Norris, au bout des premiers enchaînements, est quand même resté en tête. Et, alors qu'on ne voyait plus ça à Mexico, plus de 70% des pilotes qui partaient en pole position perdaient la tête dans le premier tour. Donc là aussi, il y avait quand même une force de caractère de la part du pilote britannique. C'est un vrai moment charnière pour le coup de la saison après le résultat de la course. Donc déjà, le week-end commence bien pour Norris parce qu'il fait la pole position devant Charles Leclerc. Mais quand on sait voilà, les difficultés qu'il a eu dans sa carrière, Lando Norris a gardé sa pole position, on peut avoir peur pour lui. Mais non, il a très bien géré la situation. Il a vraiment protégé l'intérieur. Et à 4 de front, on se rappelle de cette image magnifique à 4 de front où Verstappen et Leclerc sont allés à l'extérieur de la piste. En fait, il a réussi à garder la tête et après, main de maître, en fait, vraiment pendant tout le Grand Prix, pas inquiété un seul moment, distancer tous les autres immédiatement. Vraiment, ça a été une gestion totale pour lui et surtout une domination sur son coéquipier. Ça a commencé déjà depuis quelques Grands Prix où il commençait à être devant. Mais là, on était après les États-Unis où Max Verstappen était revenu. Il était plus qu'à 40 points. Plus qu'à 40 points de Piastri et à 32 points de Lando Norris. Donc non, ça a été quand même un gros moment pour Lando Norris et qui est reparti justement de ce Grand Prix du Mexique en tête, un point devant son coéquipier. Donc c'est la première fois qu'il repassait devant son coéquipier depuis le début de saison. Et donc ça a été vraiment un gros moment pour lui où après ça a continué, comme tu vas nous en parler, Lisa, au Brésil. Ah oui, avec le Grand Prix de Sao Paulo où là c'est quasiment un coup de massue pour Piastri qui a mis Norris ce week-end, avec les déboires aussi qu'a connu l'Australien, notamment en course sprint. C'était un des grands week-ends de Lando Norris cette saison. Oui, parce que comparé à son coéquipier, il fait un week-end parfait. Il prend la pole de la sprint, il me semble, il gagne la sprint, ensuite il prend la pole de la course et il gagne la course, mais sans jamais être vraiment inquiété malgré tout ce qui s'est passé. Après la première safety car, il relance la course et il trompe un peu Antonelli, donc il se fait surprendre et bon, ben qui voit s'accroche avec Oscar voilà, Piastri. qui voit Piastri passer à sa droite et donc on sait que Leclerc a abandonné, etc. Donc ça a un peu fait le grabuge dans ce Grand Prix et il s'est passé plein d'autres choses. Donc il y a eu la virtual safety car ensuite où il a extrêmement bien relancé également et où Piastri était relativement proche mais il a jamais vraiment inquiété. Enfin, c'était un week-end vraiment où on l'a senti dans son élément, bien, pas inquiété par personne. Et donc à l'arrivée, il finit avec 10 secondes d'avance sur Piastri. Donc je pense que c'est là, ces deux Grands Prix là où c'est vraiment le moment où Norris prend les devants sur Piastri et voilà, lui met vraiment un coup de massue comme tu l'as dit et c'est là où tout s'enclenche en fait et où on voit Norris qui prend le dessus, bon, malgré que Verstappen se soit rapproché vraiment fortement, mais qui reste focus et qui a repris un petit peu sa confiance des années passées qu'on avait un peu oublié en début de saison. Oui, il prend le dessus mentalement en fait voilà. sur ce Surtout pilote. à ce moment-là. Déjà depuis Ça, quelques courses et à ce moment-là en plus. Mentalement et en termes de points, après le Brésil, il a 24 points sur son coéquipier et 49 sur Max. Et 3 Donc, Grands Prix restants. Et 3 Grands Prix restants à ce moment-là.
Donc, si on retire les petits problèmes qu'ont eu à Las Vegas et au Qatar, c'était presque joué à ce moment-là pour Norris ce championnat. Donc, vraiment, ces 2 Grands Prix-là, c'est énorme ce qu'il fait en 2 week-ends, surtout par rapport à son coéquipier. Et c'est même 2 week-ends où il fait mal à Verstappen en étant 2 fois devant lui, quoi. Et on va fermer la boucle avec Abu Dhabi, le Grand Prix qui a vu Lando Norris être sacré champion du monde hier. Parce qu'il y a une donnée importante qu'on a vue dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est la gestion émotionnelle de Lando Norris. On a beaucoup reproché de faire pas mal d'erreurs. Et c'était souvent lié à sa gestion émotionnelle, voilà, des petites erreurs, à l'image d'un Charles Leclerc il y a quelques saisons qui commettait beaucoup d'erreurs, je pense à 2021, 2022 et un peu 2023, et ça s'est atténué depuis. Mais Lando Norris avait cette caractéristique-là. Surtout au départ, ce qu'on lui reprochait. Et ce qui a fait que Oscar Piastri a vite pris les commandes de la tête, et il les a prises en Arabie Saoudite, et avant de les lâcher au Mexique. Donc il y a quand même 15 Grands Prix où il a été en tête devant Lando Norris, qui n'est pas rien pour sa 3e saison de F1, il faut quand même le souligner. Et donc Lando Norris a gommé petit à petit ses défauts et n'a pas été perturbé dans les derniers Grands Prix. Et à Abu Dhabi, la gestion émotionnelle, il est dépassé par son coéquipier au départ, il se retrouve 3e, avec un Charles Leclerc derrière qui est véloce, avec Alonso et Russell qui sont pas très loin, et il sait que s'il tombe d'une place, virtuellement il perd le championnat du monde. Donc il y a quand même là une donnée importante de gestion de ses émotions. D'ailleurs, on l'a vu quand même assez crispé dans le Grand Prix, mais toujours maître de lui-même. Et donc, on a un Lando Norris qui a cette saison, je trouve, grandi, en tout cas grâce à ses adversaires, qui a gommé ses erreurs. Et au final, c'est ces 2 paramètres qui lui permettent d'être champion du monde devant son coéquipier Max Verstappen. Et j'aimerais juste rajouter qu'il a fait tout ça discrètement, Bien sûr. en assumant toujours ses faiblesses. C'est quelqu'un qui n'a pas de mal à dire où il a des points faibles. Et en étant dans une équipe qui n'a pas de numéro 1 ni de numéro 2. Donc c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte et qui vraiment accentuent encore plus le mérite que Norris a en tant que champion du monde cette année. Ah oui, parce que alors, c'est vrai que c'est Sainz qui avait mentionné ça hier après le Grand Prix, l'aspect humain de Lando Norris, et c'est l'occasion d'y revenir. Il a décrit Lando Norris comme pas vraiment le caractère d'un champion à la Ayrton Senna ou la Max Verstappen ou la Michael Schumacher, mais quelqu'un d'humain qui n'a pas peur de parler de ses faiblesses, de parler de sa santé mentale. Et ça dénote quand même dans un monde de Formule 1 où les plus grands champions sont réputés pour être des tueurs sans émotion, comme Iceman quand on parle de Kimi Räikkönen. Donc là, ça dénote quand même d'avoir un Lando Norris presque, j'ai envie de dire, fragile Un peu dans comme son comportement. Hamilton. J'ai l'impression qu'il a un peu cette même sensibilité. Et même si Hamilton est encore moins, il montre encore moins ce qu'il sent, mais on sent quand même que c'est un des champions du monde qui est le plus sensible à... Avec des sujets qui le touchent Voilà, aussi exactement. en parallèle. En dehors de la Formule 1. Encore ça arrive assez tard, je trouve, parce qu'à ses débuts, il était quand même là pour tuer Rosberg, pour tuer ses coéquipiers. Même tuer Alonso. Ça, c'est quelque chose. Mais il était dans un monde de requins aussi, hein, il fallait qu'il se fasse sa place aussi. c'est ça. Justement, on a eu cette image de pour être champion, il faut être une machine, il faut être un tueur. Et là, avec Lando Norris, on a un peu un autre aspect, et ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres pilotes, même par exemple à Charles Leclerc qui dévoile souvent ses sentiments envers Ferrari. Ça va peut-être ouvrir des portes sur les prochains champions du monde. Pas être gentil, mais voilà, montrer un peu plus d'émotion, de vulnérabilité. Donc ça peut ouvrir un peu d'autres moyens d'être champion. Ça avait rappelé aussi, je trouve, ce que disait Nico Rosberg après son titre en 2016, où je me souviens d'une interview auprès de Canal+, où il disait cette saison c'était tellement dur, et il appuyait le fait qu'Hamilton était tellement fort et avait été supérieur à lui pendant les années précédentes. Et ça montre aussi qu'on peut être champion en étant moins fort, en ayant peut-être moins de talent intrinsèque que certains pilotes, mais quand même être un beau champion, un champion qui mérite d'être sacré sur une année au moins. Et puis peut-être que Lando Norris, on lui souhaite, prendra un 2e, un 3e, un 4e titre, et autant que possible. Mais ça montre aussi cet aspect humain, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette ouverture et ce changement de vision sur les champions du monde et les grands pilotes de la Formule 1. Je pense que c'est aussi un peu générationnel, je dirais. Je pense que on rentre dans une nouvelle ère, en fait. On avance un peu dans le sport, et tout ce qui devient santé mentale, ce qui est extra sportif, ça rentre un peu plus dans l'humain.
Donc je pense que c'est ce qui est voué à venir dans le futur. Après, il y aura toujours des gens comme Verstappen un peu plus Bien sûr. froids, un peu plus, même comme Piastri, hein, parce qu'il est très, très, très froid et réservé. Mais je pense que ça va un peu plus rentrer dans les mœurs. En tout cas, Lando Norris a montré qu'on n'a pas besoin d'être un Fangio ou un Ayrton Senna pour être un très beau champion du monde. C'est quand même le plus important. Et il veut rendre fier sa famille. Et avant lui-même, c'est ce qu'il a dit. Et au final, c'est le plus important. C'est ce qui compte. Et c'est ce qu'on retiendra aussi de lui et de ses années en Formule 1. Je voulais juste, pour clôturer cette émission, qu'on revienne sur ce dont on a parlé toute la saison. C'est les fameuses Papaya Rules. Le fait d'avoir une équité presque parfaite, c'est le cas de le dire, entre les deux pilotes McLaren. On a beaucoup critiqué, notamment en fin de saison, l'échange de position à Monza. On a beaucoup critiqué tous ces moments, et parfois à juste titre, notamment aussi à Singapour, quand Norris dépasse Piastri avec un petit coup de roue et on voit Piastri qui est mécontent. Il y a eu une volonté d'équité parfaite pour les pilotes McLaren. Au final, Oscar Piastri a pu se battre quand même pendant ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Même Andrea Stella a avoué que c'était aussi la stratégie que Oscar Piastri puisse passer son coéquipier pour aussi peut-être espérer quelque chose dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi, même si ça n'a pas été le cas. Quel regard maintenant, avec un peu plus de recul, maintenant que les deux titres sont acquis, quel regard on peut porter sur ces Papaya Rules? Est-ce que finalement ça a bien été géré de la part de McLaren? Ils auraient pu faire le choix, à l'instar de Red Bull, de privilégier Oscar Piastri après l'abandon de Lando Norris à Zandvoort, quand il avait plus de 30 points d'avance. Qu'est-ce qu'on garde de cette gestion McLaren qui au final a duré jusqu'au bout et a quand même permis à l'un de ses pilotes d'être sacré? Alors, ça a quand même permis de remporter les deux titres, mais je pense que ça reste quand même une mauvaise idée dans le monde de la Formule 1. On voit tous les problèmes que ça a pu causer pendant la saison. Et en fait, on voit le problème que c'est d'avoir deux pilotes dans le même écurie qui veulent aller chercher le titre et qui sont en capacité d'aller chercher le titre. Donc ça pose un peu question aussi sur est-ce qu'ils sont vraiment équitables, est-ce que ça joue bien l'équité à chaque fois. En fait, pour moi, c'est un truc qui n'est presque pas possible en Formule 1. Certains diront que oui, moi je ne pense pas forcément. On l'a vu, ça a posé des problèmes à Monza, les deux pilotes n'étaient pas contents, mentalement ça avait mis un gros coup à Oscar Piastri. Donc non, c'est sûr, ça peut être compliqué. Alors, il y a toute une histoire où certains qui disent que Zak Brown est plus favorisé Norris, d'autres Andrea Stella plus favorisé Oscar Piastri. Au final, ça va être peut-être 50-50. Mais en fait, on se demande est-ce que la saison prochaine, ils vont continuer à faire ça comme l'a dit en interview Oscar Piastri. On peut se poser un peu cette question-là, mais moi je pense que ça peut être compliqué, ça peut augmenter les tensions dans l'équipe, et peut-être qu'un jour, il y a un des deux pilotes qui partira à cause de ça. Ce qui s'est passé avec Hamilton et Rosberg, en 2014 tout allait bien, en 2015 ça s'est un peu plus tendu, et en 2016 on allait à l'accrochage quasiment un Grand Prix sur deux, Barcelone, l'Autriche, et c'était la guerre entre les deux pilotes. C'est ce que j'allais dire pour rebondir sur Fabio. Je sais pas si c'est une mauvaise idée, mais en tout cas, c'est très, très, très risqué. Et on le voit, hein, il finit à 2 points de plus que Verstappen. Bon, il y a eu des problèmes de stratégie et mécanique et tout ça, ça c'est sûr. Mais je pense que ça rentre en jeu et qu'il y a c'est pas impossible, on le voit, mais sur le papier, c'est pas la meilleure des idées, c'est sûr, parce que tous les grands champions, ils ont eu quelqu'un à côté d'eux pour les pousser, à part, comme on disait, la bataille Rosberg-Hamilton. Mais sinon, en général, on n'a jamais vu deux pilotes se battre comme ça. Et puis, sinon, ça donnait des grands prix catastrophiques, rocambolesques, des choses qu'on ne pensait jamais voir à F1. Donc, en tout cas, ça leur donne le mérite d'avoir tenu leur parole jusqu'au bout. Ça, c'est sûr qu'ils ont un grand mérite. Et franchement, c'est fabuleux d'avoir fait ce qu'ils ont fait avec cette pensée-là et de mettre personne en favori. Mais en tout cas, si ça continue dans le futur, ça peut venir à poser problème. Et comme disait Fabio, à créer des tensions. Et forcément qu'il y en a un des deux qui va devoir partir à la fin, comme Rosberg et Hamilton. J'ai un peu l'impression de voir cette rivalité quelques années plus tard, quoi. Ouais, après, honnêtement, en tant que spectateur, je pense qu'on s'est c'est beau, régalé. bien. On s'est régalé en 2016. Bien sûr. Là aussi, on a aimé voir ces batailles, mais il y a quand même deux manières de le faire. Soit t'assumes vraiment ça et tu les laisses se battre, quoi qu'il arrive dans la gestion de course, dans les aléas de la course. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont voulu échanger des positions. Quand un aérostand se passait mal, il fallait échanger. Ça, c'est pas possible de faire toutes ces choses-là. Si tu les laisses se battre, c'est quand même beau pour le spectacle, je trouve, de pas instaurer des consignes d'équipe. Mais là, en fait, c'était une consigne d'équipe qui voulait, Avantager voilà, l'autre. qui voulait
un moment avantager l'autre en fonction des aléas de la course, alors que rater un arrêt au stand, Ça fait se partie faire de la percuter, course. ça fait partie de la course. Donc soit tu assumes ça à 100%, et là c'était un peu entre les deux, et ça a amené des situations un peu bizarres. Ouais, après, Oui, je voulais te faire rebondir sur une stratégie de Papaya Rules. Quand il n'y a que McLaren qui joue un championnat du monde et que c'est deux pilotes, ça pose pas tant de soucis. Hamilton, Rosberg, ils sont allés au crash, mais il n'y avait personne apparu qui jouait le championnat. Oui, Donc mais voilà, c'est ça. c'était sûr dès le début de saison que c'était Hamilton ou Rosberg qui allait être champion. Donc après, à leur guise, ils s'accrochent s'ils ont envie. Et c'est eux qui en paieront les Ouais. conséquences. Là, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, Verstappen est revenu et que McLaren a concédé beaucoup de points avec cette petite guerre fratricide entre deux pilotes, à Max Verstappen. Là, il y a un problème au niveau de cette stratégie quand il y a d'autres écuries qui jouent le championnat. ouais, bah après on savait, ça s'est joué à rien à la fin, mais on savait que c'était être une McLaren qui allait être titrée à la fin, on savait pas laquelle. Moi, je trouve ça bien, entre guillemets, parce qu'on va dire qu'ils ont favorisé un petit peu Norris, mais aller dire à Piastri, ah bah t'as une voiture qui est susceptible d'être championne du monde, mais tu vas être pilote numéro 2. Franchement, c'est compliqué à dire et à choisir son pilote. Après, Norris est arrivé depuis plus longtemps. Je crois qu'il est avec McLaren depuis ses Cette 13 saison. 19. Non, mais depuis ses 13 ans, je crois. Ou, Oui, Oui, après oui, dans oui. l'académie, bien dans sûr. l'académie. Donc, c'est une histoire. Enfin, après, on va pas rentrer dans l'histoire, mais bon, voilà. C'est un long débat. Le problème, c'est que. Vas-y, C'est vas-y. ce que je voulais dire. Non, le problème, c'est que, comme tu disais, Marius, Verstappen a commencé à revenir. Le problème, c'est que tu peux pas changer en cours de route de dire ah Bien bah sûr. maintenant, Mais c'est vu ça que qui est bien. Verstappen y passe, on C'est qu'ils doit ont- faire un 1-2. Ils Le ont problème- tenu leur ligne de conduite et bon, ça s'est joué à rien, mais au final, ils les ont laissé jouer en piste. Et après, il y a toutes ces histoires de Monza, etc. Mais bon, au final, je trouve ils ont tenu leur ligne de conduite. Donc pour moi, enfin, pas là, c'est pas respecté. Mais, il y aura toujours des débats. On n'est pas dans les coulisses de McLaren, mais ils ont Plus ils ont ou moins tenu leur. respecter la chose. Ouais, Mais voilà, bon, c'est ça. peut-être aux dépens des pilotes et de leur façon de faire, de leur santé mentale, de leur façon de conduire. Je pense que beaucoup de choses auraient pu être différentes, mais bon, en tout cas, le mérite est là. Et Lando Norris est un très beau champion du monde 2025. On touche à la fin de cette émission. Merci à vous quatre pour ce débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi et cette rétrospective un peu sur Lando Norris, qui est donc cette 35e étoile qui brille dans le ciel de la Formule 1. On a hâte de voir qui sera favori pour jouer le titre en 2026 avec cette nouvelle réglementation. Et d'ailleurs, dès le mois de janvier, on fera des émissions dédiées à cette nouvelle réglementation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment la fin du DRS. Et on va voir ce que ça change. Merci à Samy qui était en régie derrière la caméra. On se retrouve lundi prochain pour une dernière émission avant les fêtes de fin d'année. Et on va faire un petit conseil de classe des pilotes. Donc voilà, pendant la semaine, vous allez m'envoyer vos notes et on fera une moyenne et on fera ce petit conseil de classe pour voir qui est le meilleur élève de 2025. Est-ce que ça sera un pilote McLaren? Est-ce que ça sera Max Verstappen? Où sera Peut-être placé Lewis Isaac Hadjar Hamilton. après cette saison? Lewis Hamilton, peut-être qu'il sera un peu plus bas qu'il y a quelques saisons, mais vous verrez ça lundi prochain, 18h. Alors restez connectés. Salut tout le monde, c'était 100% Paddock.